Très bien, bah, écoutez, on passe à la partie politique extérieure, avec du coup un point sur les différentes nominations qui ont agité les médias en ce moment, des vice-présidents de la Commission européenne. Ah bah c'est très simple. Lagarde. Non, non, elle n'est pas vice-présidente, elle est à la BCE, donc on n'a pas voulu de Manfred Weber, c'est pas grave, hein, on a Ursula, hein, qui était la plus mal notée du cabinet Merkel, hein, totalement otanienne, bon, c'est pas, c'est bien, ça c'est, si vous voulez, alors elle est totalement germano-américaine, très bien. Ensuite, on a le brave Charles Michel, hein, qui, mis à part d'être le fils de son père, n'est rien. Mais c'est déjà beaucoup, hein, d'être quand on voit ce qui est son père, il faut vouloir en sortir. Et puis lui confirme l'ancrage de l'Union européenne dans le néant, hein, parce que voilà, Belgique, quoi. Et donc, Christine Lagarde, qui n'est là que pour une seule chose, elle va faire ce qu'elle a fait au FMI. Je rappelle que Madame Lagarde a géré donc le FMI, qui est un syndic de faillite, hein, qui est une institution qui est périmée comme la plupart des institutions de Bretton Woods, qui est venue là parce que M. Strauss-Kahn s'est pris les pieds dans ses partis nobles, et qu'il a laissé le meilleur de lui-même dans les rideaux des hauts du Sofitel. Et mis à part ça, comme je rappelle quand même que c'est elle qui a géré une partie du renflouement des banques françaises pendant la crise de 2008, et que certaines personnes proches de l'ancien président Sarkozy, qui, au-delà de son livre et de retoucher un peu des couvertures de presse, prépare, d'après ce qu'on dit, une série Netflix qui est à mi-chemin de Narcos et de Fort Boyard, hein, les fameuses aventures d'El Nabo, hein, grand parrain de la drogue. Et ça va être un crossover très court, enfin très court sur pattes, mais intense. Quand elle était au cabinet quand elle était ministre de Nicolas Sarkozy, c'est quand même elle qui a oublié de dire à son patron qu'il y avait une procédure financière qu'on appelle un equity kicker, qui aurait pu permettre à l'État français de gagner 3 francs 6 sous dans le fait de donner la rasade à des gens qui méritaient de couler. Mais bon, peu importe. Et d'ailleurs, elle s'est servie de ce léger oubli, hein, et de l'affaire Tapie, où je vous rappelle, elle a été condamnée. Condamnable, mais coupable, condamnable, mais pas exécutable. Donc voilà ce qu'il faut penser de Christine Lagarde. Donc l'Union européenne persiste et signe. Au passage, vous avez remarqué que la puissance populiste de M. Salvini, qui disait qu'il allait faire dérailler les nominations à la Commission, vous avez remarqué qu'il n'en a rien été, et que pour bien lui faire comprendre, parce que quand vous êtes face à l'Allemagne éternelle, eh bien, quand vous baissez la tête, vous méritez de prendre un coup de pied dans la gueule, eh bien, ils ont pris comme tête du Parlement européen un de ses ennemis politiques. Voilà. Hein. Comme quoi, hein, si vous voulez, quand vous vous mettez à plat ventre, ils vous marchent sur le corps. C'est comme ça. Donc, c'est simple, l'Allemagne a gagné, ce que je vous avais annoncé, et voilà, c'est et même Christine Lagarde, qui elle va vouloir continuer pour le monde financier la politique accommodante de la BCE, c'est-à-dire de refaire de la planche à billets. Il n'est pas dit qu'elle y arrive, parce que la radicalité et l'extrémisme germanique fait que comme elle n'y connaît rien, eh bien, elle sera le jouet du directoire de la BCE, qui est dans la main de l'Allemagne et de leur vision orthodoxe et extrémiste de l'austérité de la monnaie. Donc voilà. Bon, de toute façon, c'est très simple, hein. Si vous voulez, ce n'est pas parce que vous allez baisser la tête que les Feldmaréchal ou les Gauleiter vont vous prendre pour un être humain. D'accord? On négocie debout ou à genoux avec ces gens-là? Bon. Vous pensez sincèrement qu'en négociant à genoux, vous allez obtenir quelque chose? Bon, grand bien vous fasse. Voilà. C'était totalement... c'était couru d'avance. C'est une défaite pour la France, mais ça tombe bien, c'est pas la France qu'Emmanuel Macron sert. On vous demande de faire un point du coup sur l'Allemagne et sur la politique en Allemagne. La CDU... La CDU. La CDU, pardon, autant pour moi.
je cite directement la personne qui vous a posé la question, la CDU est-elle en train de réussir sa transition post-Merkel pour assurer à la fois sa domination sur l'Allemagne et sur l'Union européenne? Objectivement, de toute façon, vous n'avez pas sur l'effet extérieur, donc particulièrement sur l'UE, sur les politiques d'austérité, sur l'écrasement des pays latins, vous n'avez qu'un seul camp en Allemagne. Donc de toute façon, voilà, l'Allemagne, si vous voulez, vous pouvez les mettre... enfin voilà, quoi. Bon, ils sont à gauche, d'accord, à gauche d'Otto Strasser. Voilà, à gauche des frères Strasser. Bon, d'accord, si vous voulez. C'est comme quand on dit il y avait une gauche dans le parti nazi. Oui, d'accord, ok. Quand vous êtes à la gauche du NSDAP ou à la droite du NSDAP, bon, point barre. C'est d'ailleurs la force de ce peuple contre nous. C'est très clair. Mais objectivement, est-ce que la CDU, objectivement, elle va devoir régner quand même avec les libéraux, elle va régner avec l'AfD, mais l'AfD, si vous voulez, l'AfD c'est 3 fois rien. Enfin, c'est 3 fois rien. C'est pas dangereux. Vous avez quelques excités à l'AfD qui disent que l'Allemagne doit quitter l'Union européenne, mais quand ils vont se rendre compte qu'ils en sont les seuls bénéficiaires, ne vous inquiétez pas. Hein, quand ils parlent, bouche qui ment, quoi. Non, c'est objectivement, l'Allemagne continue le grand gouvernement central et emportera l'Europe dans le mur avec la complicité des traîtres français de l'extrême gauche à l'extrême droite. On vous demande aussi si Boris Johnson est élu Premier ministre, est-ce qu'il arrivera à contraindre l'Allemagne? Quasiment certain. Il n'a pas à les contraindre. Il n'a pas à les contraindre. Accepter le Brexit. Ah non, mais c'est très simple. Il peut faire no deal quand il veut. Voilà, c'est terminé. L'article 50, c'est 2 ans. On est après 3 ans, donc il peut sortir quand il veut. C'est fini. Et puis, qui connaît Boris Johnson? C'est quelqu'un de mon ami John Lockland. Parce que, n'oubliez pas une chose, Boris Johnson est un spécialiste de politique européenne. Il a été correspondant des plus grands journaux britanniques à Bruxelles. Et comme toute personne qui connaît l'Union européenne, il la déteste. Et lui, il sait qu'il ne faut jamais négocier avec ces gens-là. Non, non. Alors, au passage, à tous les cons qui disent « Oui, mais il n'est pas francophile », vous savez, Otto Abetz ou Ernst Junger étaient francophiles. De cette francophilie germanique très réelle. C'est-à-dire, quand on occupe la France, quand la France disparaît, ben on l'aime. Parce qu'on aime la voir mourir. Mais c'est la seule forme de francophilie dont ils sont capables. Alors, je préfère la francophilie en acte d'un Boris Johnson, qui n'aime pas les hommes de Macron, parce que quand il avait dit, je crois, crétin ou machin, etc., je pense que ça ne s'adressait pas aux Français, ça s'adressait aux macronistes. Mais moi, je préfère... Tu vois, Churchill n'était pas un grand francophile. Mais sa politique a été certainement la plus francophile de tous les chefs d'État de toute l'histoire de l'humanité. Une des plus francophiles, en tout cas. Donc je préfère des gens qui aident à libérer la France en détruisant le mythe européen, que ce soit en 40 ou aujourd'hui, hein, c'est le même mythe, Deutsche Qualität. Je préfère des gens qui aiment moyennement les Français, mais qui font ça, à des gens qui aiment bien les Français du moment que les Français sont leur majordome. Toujours en Europe et en Italie, du coup, est-ce que Salvini va tenter des élections anticipées? Ah bah, ceux qui veulent à tout prix éviter ça, c'est M5S. Parce qu'ils sont dans la position du Parti communiste lors de l'union de la gauche. C'est-à-dire que Salvini, comme je vous l'avais annoncé, est en train de leur bouffer de la laine sur le dos. Le rapport de force est déjà inversé. Ensuite, quand Salvini sera sûr d'avoir les 40%, donc de pouvoir régner seul, il cassera la coalition. Le problème, c'est que là, il sera face à l'histoire. Alors, je ne suis pas sûr qu'il en ait réellement envie. Parce qu'on me dit, vous êtes pas gentil avec Salvini. Je dis, non, je sais pas que je ne sois pas gentil avec Salvini. C'est probablement Salvini s'en fout, je ne suis pas gentil avec lui, déjà lui. Et deuxièmement, il a raison. Et deuxièmement, je vois trop ce qui est arrivé en Grèce pour ne pas mettre nos amis italiens en garde. Et Dieu sait que j'aimerais que Salvini rentre dans l'histoire. Mais il n'a pas le choix. Pour rentrer dans l'histoire, il faut qu'il tue l'UE. Est-ce qu'il le fera? Beaucoup trop tôt pour le dire. Vous avez évoqué la Grèce. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur les résultats des élections de dimanche? Ah bah c'est très simple. Ce qui est vraiment à voir, c'est que... Alors on peut dire ce qu'on veut sur le PASOK va un peu mieux, blablabla.
en réalité, ça a été la fuite vers l'abstention, dans des pourcentages qui n'ont jamais été atteints en Grèce. Alors certes, il reste encore une participation un peu élevée pour une raison. Je vous rappelle que c'est un pays qui a recouvré la démocratie en 1975 à la fin du régime des colonels. Mais bon, ça, le camarade Olivier Delorme a, comme d'habitude, fait le boulot, parce que c'est quand même sa zone de spécialité. Quand vous avez un salarié sur 3 qui est à 317 € par mois, quand vous avez 35% de chômeurs, ce qui est au passage, ce qui est l'avenir promis à l'Italie, hein, ce qui est l'avenir promis ici. Hein. Vous savez, il y a des gens qui ne s'arrêtent que quand on les arrête. C'est le principe du maniaque. Bon ben voilà. Alors la droite, et le pire, c'est que l'alcoolo luxembourgeois, là, celui qui a essayé, vous savez, de consoler un peu Merkel à cause de ses ennuis de santé en lui disant « tremble pas comme ça fait de la mousse ». JC n'aime pas quand ça mousse, hein, comme tout amateur, hein, la bière non mousseuse. Mais JC leur a dit, au fait, il va falloir raquer. Le mec nouvellement élu, il va falloir raquer. Tu as 35% de chômeurs, 300 000 Grecs virés de leur terre, tu veux raquer quoi? Tu vois, vraiment, tu vois, enfin, si tu veux, tu vois, enfin, qui a inventé le Luxembourg déjà? Qui aurait dû se péter les deux jambes plutôt que faire ça? Tu vois, ils vont achever leur peuple qui ne peut s'en sortir qu'en recouvrant. C'est très drôle d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des tas de gens qui aiment la quête identitaire. Mais dès qu'elle est sérieuse, tu vois, par exemple, d'avoir ses frontières, sa monnaie, etc. Ça, c'est de la quête identitaire sérieuse. Hein, de dire j'aime pas Mouloud, c'est Jojo au bistrot du coin. Bon, très bien. Rappelez-vous cette blague de Coluche, quand il est au bistrot et qu'il dit ah bah ouais, les Arabes. Hein. Oui, mais je les aime bien, les Arabes. Tu sais pourquoi? Parce que moi, mes potes sont partis, toi, les tiens sont restés. Bah, à la fin, c'est comme ça que ça va finir, hein, le mouvement identitaire. Bon, c'est un peu triste. La vraie quête identitaire, c'est de vouloir être maître chez soi. C'est ce qui est refusé aux Grecs. On peut espérer que la Grèce s'en sorte, mais en tout cas, c'est vraiment à regarder, hein, parce que les Grecs ont baissé la tête, peut-être pour définitivement, comme c'est le premier peuple trahi par son populisme, on verra. Est-ce qu'ils se relèveront? Bon bah écoutez, du coup on bascule aux États-Unis, et question à brûle pour point, Trump peut-il être réélu? Alors, si vous voulez, il y a une sorte d'hystérie, ça se voit par exemple dans un peu l'attaque contre le mâle blanc Joe Biden chez les démocrates, il y a une sorte d'hystérie. Alors il y a des choses intéressantes, hein, qui vont sortir de la primaire démocrate. La nouvelle théorie immunitaire, tu vois, qui avait été redécouvert entre autres en France par notre regretté ami Jean-Baptiste Bersac. D'ailleurs, on va publier la vidéo d'hommage qu'on avait fait il y a quelques mois, mais je vais la retravailler. On la publiera à la rentrée, je pense. Parce que je ne veux pas qu'on parle de la nouvelle théorie monétaire sans parler de Jean-Baptiste. C'est quand même lui, en France, qui avait le premier travaillé. Il y a les nouveaux positionnements de géopolitique, avec la plus jeune, là, qui est la démocrate. C'est la représentante d'Hawaï. Il y a des choses intéressantes, mais ça apparaît... je ne suis pas sûr que ça suffise à mettre Trump en l'air. Vraiment pas sûr. Parce que Trump réussit quelque chose d'intelligent, vraiment de très intelligent. Ça va nous permettre de faire un point sur le dossier iranien. C'est qu'il réussit à mettre la pression sur l'Iran pour contenter les alliés saoudiens et israéliens sans y aller, en faisant ne faisant pas l'erreur de faire une guerre à 1 an de l'élection, parce qu'à mon avis, il ne veut pas y aller. Les Iraniens d'ailleurs, sauf les extrémistes iraniens qui pensent qu'en 5 jours ils sont à Riyad, ce qui est peut-être vrai, et qu'ils écraseront l'Amérique si elle attaque, ce qui est peut-être un peu moins vrai quand même, il faut arrêter de déconner. Je pense que beaucoup de gens très sages en Iran, parmi les conservateurs, savent très bien qu'il y aura un accord sur la table si Trump est réélu. Là, il ne peut pas mécontenter les alliés traditionnels de l'Amérique, sur lesquels d'ailleurs il a mis beaucoup de pression, ce qui est le cas de l'Arabie Saoudite, ou auquel il a beaucoup promis, ce qui est le cas des Israéliens.
il réussit à la fois à faire ce jeu très intelligent, c'est quand même, excusez-moi, c'est quand même pas un neuneu. En même temps, il maintient le prix du baril de brut au-dessus de $60, ce qui est le seuil de rentabilité du pétrole de schiste et de l'industrie du pétrole de schiste, qui fait une bonne partie des créations d'emplois aux États-Unis. Tout ça avec 3 tweets, hein. Quand même intelligent, quand même. Et donc, il donne de l'emploi au redneck, c'est comme ça qu'il s'est fait élire. Et de l'autre côté, alors, vous avez vu cette photo horrible, parce qu'on a tous des gosses. La petite fille qui est noyée dans le dos de son père, c'est atroce, surtout elle a l'âge de la mienne. J'avais eu 4 ans. Le problème, c'est qu'en réagissant en homme d'État, c'est-à-dire en disant « s'ils ne viennent pas, ils ne se mettront pas en danger », alors, je le dis sincèrement, et mon ami Thierry Noël vient de sortir un excellent ouvrage chez Vendémiaire sur les cartels mexicains, l'Amérique paye aussi les conneries qu'elle fait en Amérique centrale, et andine et latine. D'accord ? Bon. Néanmoins, Trump tient sa parole. L'emploi est quand même reparti aux États-Unis, quoi qu'on en pense. Il peut être réélu. Et pour la paix du monde, ce serait peut-être pas une si mauvaise chose. Parce que ma grande peur, ce ne seront pas les modernistes, ceux qui veulent faire de la nouvelle théorie monétaire, ceux qui veulent une nouvelle diplomatie aux États-Unis. C'est pas eux qui sortiront du camp démocrate. Ce sont des gens qui sont de la tendance Gore, c'est-à-dire green business, hein, hystérie réchauffiste, etc., et qui feront les guerres de retard qu'Hillary Clinton avait promis. Ma grande peur est là. Parce que les faucons n'ont toujours pas eu ce qu'ils voulaient, Bolton ou pas Bolton. Et qu'on le veuille ou pas, il est, depuis des décennies, le premier président américain à ne pas commencer une intervention extérieure majeure. Je ne dis pas poursuivre, je dis commencer. Quoi qu'on pense de lui. On vous demande également un point sur la Libye, sur Haftar. Très difficile à dire. De toute façon, les Européens sont toujours du côté des islamistes. Les Américains et les Russes sont quand même... la seule chose... Ce qui est le problème pour la Libye, c'est de gérer la cohabitation entre Haftar et le fils Kadhafi dans l'optique des élections à venir, et deuxièmement, d'écraser les islamistes de la côte. Je dis bien de les écraser physiquement. Le seul problème, c'est que ça fait un peu de gâteau de riz moucheté de ketchup, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va se voir. Surtout que la grande Union européenne soutient les islamistes au nom de la diversité et de la lutte pro-LGBT. Bon, pourquoi pas. Mais, pourquoi pas, après ni pute ni soumise, mi-pute mi-soumise, mais je suis vraiment pas certain. Ça peut très vite, très mal tourner. C'est le dossier libyen. Je pense que moins les Européens y seront, mieux ce sera. Pour l'instant, le général Haftar n'est pas défait. La seule chose, c'est que la situation sur le terrain est très embourbée, sachant que ce sont ces zones du Sahel qui ont à la fois géré le problème migratoire, donc on a refait le système de compensation aux seigneurs de guerre pour qu'ils arrêtent les migrants, ce qui était le cas sous Kadhafi. Donc résultat, ça veut dire que 120 000 Libyens sont morts pour rien, le pays n'est pas reconstruit, et surtout, le djihad international revient par ces zones, parce que ça fait partie de leur zone de démobilisation à partir de la Syrie pour aller jusqu'en Afrique. Sur le Mali, l'armée française est-elle en train de perdre le conflit à l'usure ? La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. L'armée française fait ce qu'elle peut, mais la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, et la meilleure armée du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous voulez, les Français sont là dans une optique de pacification, à la demande des populations, il ne faut jamais l'oublier, et il faut soutenir nos soldats, qui n'ont pas juste à aller rattraper des petits tourtereaux en voyage de noces qui nous fait perdre des commandos d'élite. Nos soldats ne sont pas là pour éponger la merde des politiques et des civils. En tout cas, pas pour l'éponger de leur sang. Mais la seule chose, c'est que Bernard Lugan l'explique magnifiquement bien. Les guerres du Sahel, elles sont centenaires, voire millénaires. Si vous voulez, la réponse n'est pas militaire. La réponse
la réponse politique ne peut venir d'abord que d'un aplanissement sécuritaire. Mais là, la réponse politique se fait attendre. Et ça, c'est pas l'armée française de la donner. Hein. On passe à la partie économie. On a pas mal de questions. Première question sur, évidemment, la récolte des signatures contre la privatisation. Évidemment, il faut signer pour ADP. Je remarque que d'ailleurs, le Place Beauvau assume de tenter de foutre le référendum en l'air. Nous mettrons dans cette campagne à la rentrée, je le pense. On vous demande également comment vous analysez les taux négatifs. Alors, si vous voulez, quand je vois des gens qui me disent « Ouais, mais super, là, tu nous emmerdes à vouloir récupérer la monnaie, maintenant on peut s'endetter tant qu'on veut. » Je fais « Ah ouais ? Et le jour où ils décideront du contraire ?» Puis surtout, est-ce que vous voyez que le taux négatif, c'est de la destruction de valeur? Vous le voyez ou pas? C'est de la destruction de la valeur de la monnaie. Ça n'augure rien de bon. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Ça sert à quoi un taux d'intérêt? Charles Gave l'expliquait très bien. Un taux d'intérêt, ça sert à compenser l'incertitude de l'avenir. Si le taux d'intérêt est négatif, ça veut dire que vous êtes dans la prévisibilité absolue, ce qui n'a pas de sens. On est d'accord? Ça n'a pas de sens. Ou alors vous êtes Madame Irma. Vous êtes Scott Bakula dans Code Quantum. Bon. Hein, enfin, je ne veux pas être méchant, mais... vous la voyez dans Retour vers le futur, Christine Lagarde? Enfin, elle a pris un coup dans le pare-choc, la DeLorean, hein, excusez-moi. Mais Comment? Le retour de la momie, à la limite. Oui, mais ça, malheureusement, on en a déjà une à l'Élysée qui a déjà gagné le casting. Mais tu comprends le problème? C'est de la destruction de valeur, ça augure un tsunami financier. Et tout le monde trouve ça vachement bien. Enfin, si tu veux, Charles Sana l'explique très bien. C'est surtout le signe que la prochaine grande crise risque d'être bien pire qu'une crise financière, c'est que ça risque d'être une crise monétaire. Une crise de l'effondrement des valeurs des monnaies. Et ça c'est infiniment plus grave. C'est plus sérieux. La baisse du chômage en France, c'est... À quelle heure? Enfin, moi, je te fais baisser le chômage quand tu veux, tu me donnes la liste des chômeurs, tu me donnes un marqueur noir, et tu reviens dans 10 minutes. Je t'en aurais rayé suffisamment. Oui. Les mini-bots en Italie. Alors, est-ce que c'est une monnaie complémentaire? Oui. Est-ce qu'ils vont réellement la faire? Pour l'instant, elle est imprimée. Nous verrons à l'usage, parce qu'à la fin, le but des mini-bots, si c'est mené jusqu'au bout, ça va être un fait de substitution. Tu comprends? Donc, si tu veux, de monnaie parallèle, ils deviennent monnaie principale. Pour l'instant, c'est faisable dans le cadre de la zone euro, mais je suis certain que les Allemands, dans leur folie, vont demander à la mère Lagarde, contre l'assouplissement quantitatif dont elle a besoin vis-à-vis du monde financier, dont elle n'est jamais qu'une femme de chambre, ce soit dit pas du tout comme insulte genrée, hein, mais pour bien faire voir le caractère de servilité. Ce sera un homme, je dirais majordome. Mais je pense que les Allemands vont vouloir qu'elle tire la laisse. Et nous verrons ce que M. Salvini a dans son jeu. On vous demande de faire un point sur les CDO, CDS et toutes les modalités officieuses infaisable. De la finance de l'ombre. Ça, c'est infaisable. C'est une question qui est infaisable. Ou alors, il faut être bien meilleur que je ne le suis. Si c'est le cas, je m'en excuse platement. Je ne peux pas le faire. La finance de l'ombre, par définition, nous ne savons pas ce que sont les hors bilans, pour une raison, c'est qu'ils sont hors bilan. Il y a des tas de gens, il y a des tas de chiffres qui circulent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des chiffres qui sont X fois la finance connue. C'est-à-dire que si la finance connue c'est X, la finance inconnue c'est 2X, 10X, peut-être 100X. Et malheureusement, comme l'a très bien dit le Financial Times, à ce niveau-là, nous sommes dans des eaux économiques non cartographiées. Voilà. Dernier point, et peut-être le plus important, la Deutsche Bank qui lance une restructuration massive. Une fuite en avant. Je rappelle quand même que parmi ce qu'on appelle aujourd'hui des top managers, c'est-à-dire parmi son état-major, il y a des gens avec des sommes totalement indues, mais de toute façon,
Qu'est-ce que la Deutsche Bank, sinon une allégorie du système allemand, qui est un système de vente à crédit, qui est un système de destruction des circuits économiques internes sains pour se greffer sur les circuits mondiaux, donc de ne pouvoir croître que quand le commerce international croît, et comme celui-ci est condamné à décroître disons de manière continue, eh bien l'Allemagne va s'effondrer et nous emportera avec elle, et j'ai peur que l'un des détonateurs, ce soit la Deutsche Bank. Très bien, écoutez, on passe à la partie doctrine. Alors il y a un internaute qui vous demande, qui précise que vous avez déjà mentionné à plusieurs reprises que la chute de l'Empire américain a entraîné de graves troubles. Je le cite, sachant que les empires sont généralement la source même de ces troubles, a-t-on vraiment raison de s'inquiéter de la chute de cet empire qui, je le cite, si cela peut apaiser la situation mondiale? Premièrement, beaucoup de gens croyaient ça de l'URSS, qui était aussi un empire opprimant, pour aller demander aux Afghans ce qu'ils en pensent. Eh bien, malheureusement, la chute de l'URSS a créé plus de troubles. Et aussi, je le dis, moi j'ai jamais été un partisan de la politique du pire, j'ai de la considération et de l'affection pour le peuple américain, je ne leur souhaite pas ça. Et je me méfie de l'effondrement potentiel d'un pays qui a plusieurs centaines de fois le matériel nucléaire nécessaire pour faire de notre petit vaisseau, pour parler comme Albert Jacquard, qui est la planète bleue, un superbe feu de la Saint-Jean. Donc je pense qu'on ne voit pas ce que c'est l'Amérique en termes de puissance. Si ça s'effondre, si ça s'effondre, si vous voulez, que l'Amérique tombe, à titre personnel je suis français, je le relativise. Le problème c'est que si elle tombe, vu sa taille, elle tombera mécaniquement sur mes pompes. C'est ça qui m'inquiète. Donc à un moment, je pense qu'il faut arrêter de fantasmer la politique du pire, parce qu'on peut s'imaginer dans Walking Dead, il ne faut jamais oublier que 90% des gens n'y vivraient pas une journée avant de se faire bouffer. Donc avant de fantasmer l'apocalypse, peut-être, moi je suis un westphalien, je suis un homme de stabilité et de continuité. La politique du pire, très peu pour moi. Et le piège de Thucydide, c'est pas problématique? Le piège de Thucydide était tout à fait bien pensé avant l'arme atomique. Et comme je l'ai déjà expliqué justement dans la conférence sur les dynamiques eurasiennes, l'arme atomique a une particularité, parce qu'on me dit oui maintenant nous avons les armes à très haute vitesse, les lasers, etc. Tout à fait. Le problème c'est qu'il y a deux particularités de l'arme atomique. C'est l'arme de non-emploi, mais surtout c'est l'arme du one shot enough. Il suffit qu'il y en ait une qui passe. Qui prendra le risque? Moi j'ai mon super bouclier. J'arrête 50 missiles. Ok, t'en arrêtes 49, tu t'en prends un sur la gueule, ça suffit largement. Parce que si vous voulez, il n'y a que des formes de vie primitives qui survivent à l'hiver atomique. La puce, le scorpion et peut-être Castaner. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans la forme de vie primitive, on est dans la forme de vie régressive. Pardon aux puces et aux scorpions. Et aux cafards. Et bonjour l'avenir de l'humanité. On vous demande un dernier point, du coup, dans Doctrine. L'immigration est-elle due au socialisme ou au capitalisme? C'est très simple, comme le disait d'ailleurs à une époque le site du MEDEF, Jean-Claude Michéa avait fait une fiche là-dessus, que d'ailleurs le MEDEF a gentiment effacé, c'est bien dommage. Avant tout, vous savez, l'idéologie de la mobilisation, qui est au cœur du capitalisme. Il faut mobiliser les facteurs de production. Bon, eh bien, un homme en vaut un autre. Et comme vous êtes dans l'idéologie de la mobilisation de la terre, c'est-à-dire que la terre n'appartient pas à celui qui en est le fils, mais à celui qui en est l'exploitant, eh bien, si quelqu'un arrive sur votre terre et l'exploite mieux que vous, il en devient propriétaire. Et vous, vous devenez Géronimo. C'est-à-dire un indien de réserve d'abord, un cadavre ensuite. Bon, donc si vous voulez, les systèmes capitalistes, parce que l'être humain est un facteur mobilisable comme un autre, sont immigrationnistes par nature. Vous me direz, oui, mais le Japon, c'est quand même très très capitaliste, et ils n'ont pas d'immigrés. Je dis oui, parce que là, pour le coup, la nation et le nationalisme, particulièrement économique, ce qui est quand même une doctrine en soi au Japon et en Corée, dominent l'appétit immigrationniste d'une partie du patronat. Pour l'instant, en tout cas. Heureusement. D'ailleurs, excusez-moi, c'est quand même pas des pays très libéraux, la Corée et le Japon. Il faut quand même arrêter de déconner. Donc, premièrement, vous avez ça. Alors, vous me direz, oui, mais le socialisme cosmopolite aussi, c'est tout à fait vrai. Alors, donc,
ça nous renvoie à l'hypothèse d'un socialisme étant à prendre dans son sens théorique, c'est le contraire d'individualisme, et qui dit fraternité communautaire, dit communauté et donc dit fermeture. Donc si vous voulez, vous savez, si tout le monde mange à sa faim et a sa dignité propre respectée dans votre société, vous pourrez, si vous trouvez une place à chacun, eh bien vous n'aurez pas à faire appel à l'immigration pour des travaux difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, cette forme, disons, d'étatisme, je rappelle que l'étatisme n'est pas un socialisme. Nous, en France, on a réussi ça par l'étatisme, pas par le socialisme. Mais cette forme d'étatisme est aujourd'hui combattue par le capitalisme du désastre, qui est intrinsèquement immigrationniste, et qui ne se sert même pas du socialisme comme couvert. Le libéralisme libertaire suffit largement. Alors qu'il cache un libéralisme autoritaire bien pire, qui lui vient des fameuses théories de l'ingouvernementabilité des démocraties. Rappelez-vous du rapport de la trilatérale, du rapport Crozier-Huntington. Le père doctrinal de tout ce libéralisme autoritaire dont Macron n'est que la fleur la plus instable psychologiquement. Voilà. Nous arrivons à la fin de l'ère libérale, Vladimir Poutine l'a très bien dit, dans un discours extrêmement pesé, pour une raison, c'est que le libéralisme terminal, comme souvent une idéologie qui n'a pas de challenger, s'est extrémisé et s'est retourné à la fois contre ses prémices premiers, parce qu'il y a eu un libéralisme, même un libéralisme français, par exemple celui d'un Bertrand de Jouvenel, qui était vivable avec l'État-nation. Des gens comme Charles Sana, ou alors Charles Sana pour les jeunes, ou Charles Gave pour les plus âgés, sont les témoins de ça. Mais ils ont été vaincus. Bon, vaincus, terminé. Et surtout, le libéralisme arrive à un stade terminal, c'est qu'il reposait sur une anthropologie conservatrice qui l'a détruit. Il suffit de voir Et c'est d'ailleurs pour ça que Vladimir Poutine a fait ce discours en disant c'est terminé. Parce que malheureusement, chez les peuples occidentaux, le fond anthropologique, donc conservateur par nature, parce que c'est quoi l'anthropologie? C'est de la survie sédimentée, pour aller grossièrement. Eh bien, malheureusement, ce fond a été dramatiquement détruit, au point qu'aujourd'hui, l'Occident, les différentes civilisations occidentales, se posent la question de leur pérennité. Voilà. Très bien, mais écoutez, on s'achemine vers la fin de cet entretien, avec la dernière partie consacrée aux hommages et aux disparitions. Alors, un hommage, je voudrais donner 2 hommages. Premièrement, je voudrais faire un hommage à Florian Philippot, parce que le personnage restera, il reviendra, et il a tout tenté pour obtenir un accord entre nationaux, et ça devra être mis à son crédit. Deuxièmement, un hommage au shérif. Le juge Renaud Van Rymbeek vient de prendre sa retraite. Et c'est terrible. Vous voyez le film Dernières heures à Manhattan, avec Andy Garcia. Film qui est légendé, le dernier homme honnête de toute une ville. Van Rymbeek, c'est un peu ça. Il était l'honneur d'une magistrature qui, sans lui, aurait certainement pourri sur pied. Et peut-être, par toutes les affaires qu'il a gérées, nous lègue-t-il. Drôle, il part en Bretagne faire de la permaculture et du piano, ça lui ressemble bien. Mais par toutes les affaires qu'il a gérées, par certaines de ces affaires qu'il a préparées avant de partir, peut-être que le juge Renaud Van Rymbeek entrera dans l'histoire comme un magistrat qui, déjà, a redonné à la France une certaine idée de la justice, mais peut-être, par certaines de ses derniers dossiers, peut-être que c'est lui qui sauvera le camp national. Dans cette époque genrée, Jeanne d'Arc est peut-être un homme, qui sait. Quant aux disparitions, il y en a 3. Alors, bon, Michel Serres, je vais être assez rapide. Je ne ferai pas Jean-Louis Chrétien, je ne connais pas assez son œuvre. Michel Serres, c'est quelqu'un que Régis Debray m'a appris un peu à aimer, parce que j'estime que si Régis Debray a de la considération pour une œuvre, c'est que l'œuvre va en valoir le coup. Ensuite, Michel Serres était ce que j'appelle un humaniste bavard. Ça se voyait quand il voulait à tout prix descendre Astérix, parce qu'Astérix est un nationaliste.
et qui vantait Tintin, qui lui est un modèle d'ouverture. Je rappelle que Tintin, que Hergé n'était pas tout à fait un modèle d'ouverture. Hein. Hergé était un homme d'extrême droite. Il suffit de voir d'ailleurs, alors que dans Astérix, les Corses, les Espagnols, etc. ont chacun leur caractère. Dans Tintin, vous avez l'asiatique cruel, vous avez le noir. Moi j'aime bien Tintin, c'est pas ça le problème, mais de faire de Tintin un modèle d'ouverture, ça prouve quand même qu'il y a un certain antinationalisme qui a donné l'appui, parfois qui confinait à la maladie mentale. Donc voilà, ensuite, certainement la grande œuvre de Michel Serres, c'est les Hermès, donc une œuvre quand même qui date un peu. Ensuite, deux vraies disparitions, dont une qui m'est très proche. Des disparitions plus lourdes pour nous. Un homme de lumière, Jean Solaire, nous a quittés. Donc, qui est un homme qui a dit sa vérité à une certaine pensée monothéiste, qui ne lui pardonnera pas, quel que soit le monothéisme visé, qu'il a mis dans ce petit ouvrage très ramassé qui s'appelle « Qui est Dieu ?», mais surtout, ce qu'il faut lire, c'est le sourire d'Homère. C'est cette pensée lumineuse, cette pensée que c'est nous les fils d'Athéna. Et quand vous lisez cet ouvrage, qui est le parfait pendant de Marcel Conche, des essais sur Homère, vous voyez à quel point Homère est grand. Et très loin de cette caricature d'extrême droite que certains veulent en faire pour dire que Homère, finalement, on le retrouve dans la forêt noire. Ça, c'est des coups à faire un stand-up raté à Notre-Dame, hein, pour rater sa sortie définitivement. Et le dernier point, mon ami Jean-Pierre Brancourt, grand historien du droit, patron de l'association des Amis de Guy Auger, un grand patriote, un homme de classe. Je vous renvoie à la revue La Légitimité, qui est une des très belles revues théoriques des légitimistes. Il avait un drapeau blanc chez lui, hein. Jamais de drapeau tricolore chez lui. Alors oui, c'est des querelles passées, mais voilà. C'était comme ces nœuds papillons, tu vois, ce qu'on aurait trouvé dépassé sur quelqu'un, sur lui, comme c'était un homme de classe naturelle, tout était classieux. C'était un esprit à la française, humble, d'une gentillesse à fleur de peau, d'une culture de chaque instant avec laquelle il ne vous assommait pas, avec laquelle il vous ressourçait. C'était un grand monsieur, c'était un grand camarade et c'était un grand exemple. Voilà, nous arrivons à la fin des fins. Je vous remercie d'avoir regardé cet entretien. N'oubliez pas, hein, là je vais faire mon YouTubage pour 2 francs 6 sous. Donc n'oubliez pas, la cloche pour être tenu au courant, le pouce bleu parce que ça m'intéresse, et le commentaire, même furibard, n'hésitez pas, c'est pour le référencement, et n'hésitez pas à nous suivre pour la rentrée, à vous abonner à nos chaînes, à nos publications. Je vous souhaite un très bon été, et je vous dis en septembre, Inch'Allah. Merci Pierre Rougeron et à la rentrée du coup.